Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Aquili. Avec notre invité ce matin, bonjour à vous, Julie Couturier. Bonjour. Vous présidez le Conseil national des barreaux et vous allez nous parler d'un ouvrage ce matin, Idées reçues sur les avocats. C'est quoi? C'est un livre choral, hein? Alors c'est un livre choral qui a été donc orchestré par le Conseil national des barreaux, qui est l'instance qui en France représente la profession d'avocat vis-à-vis des pouvoirs publics, et notamment orchestré par sa commission communication. Alors je vais faire le pitch, hein, comme on dit, résumer ce qu'il y a dans ce livre très intéressant. Moi je vous conseille de le lire. J'attends vos réactions d'ailleurs au 0826 300 300. Alors Julie Couturier, la vérité en face, on va tous dire ce matin sur les avocats. Sont-ils perçus à leur juste valeur dans notre pays? C'est une vraie question. Elle est réellement sur la table avec un grand nombre de clichés qui se sont installés au fil du temps et dans tous les esprits. Pour tous ceux qui les trouvent trop chers, un avocat c'est cher, ça coûte de l'argent, qui estiment que de toute façon les délais de procédure, ils sont trop longs. Hein, la justice, c'est interminable. C'est pas forcément la faute des avocats, Julie Couturier, mais ça vous allez nous le dire. Ou ceux qui estiment qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être défendus pour de simples tracas de la vie ordinaire. Bon, à quoi ça sert de prendre un avocat? J'ai pas d'argent, je me débrouille tout seul. Livre très intéressant, très utile. J'ai envie de vous dire, quelles sont ces idées reçues, Julie Couturier, essentiellement? L'argent? Elles sont multiples. C'est l'argent. Je pense qu'en fait, il y a une grande méconnaissance du système judiciaire et du rôle extrêmement multiple et complexe de ce que sont les avocats. L'avocat, je crois que c'est un des principaux clichés, c'est l'avocat pénaliste qui plaide, c'est la robe noire, alors qu'en réalité, on est 78 000 avocats en France. 77 598, c'est vous qui avez précisé le chiffre. À la fin de l'année 2024, donc on peut imaginer que depuis le début de l'année, il y en a quelques autres, mais globalement, on est donc en effet 78 000 avocats en France. Et c'est autant de métiers, autant de façons de l'exercer. Il y a toutes sortes d'avocats. Hein. Absolument, et la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire la défense pénale, qui est évidemment un des rôles fondamentaux de l'avocat. Avec des grands ténors dont un est devenu garde des Sceaux au passage. Notamment. Oui. Mais en dehors de ça, l'avocat, ça doit être le partenaire du quotidien. Et c'est le partenaire du quotidien d'un certain nombre de nos concitoyens, que ce soit... Vous voulez dire quoi, un rôle de conseil? Alors, oui, c'est-à-dire que l'avocat, c'est la défense, mais c'est aussi le conseil, l'assistance au quotidien dans tout un tas de domaines, que ce soit en effet pour les entreprises, pour les citoyens au quotidien, en matière de droit du travail, en matière de droit de la famille. Vraiment, les avocats pour toutes les situations. Absolument. Hein, tout, le pénal, absolument. Les agressions, bon bref, des avocats pour effectivement le monde du travail, les prud'hommes. Pour ceux que ça concerne. Pour les enfants, pour les victimes, parce qu'on dit beaucoup que ça, voilà, parmi les clichés que les avocats défendent les voyous, mais les avocats sont tous les jours aux côtés des victimes dans les juridictions françaises. Et Julie Couturier, les avocats pour les affaires, le droit des affaires, pour l'entreprise, pour le commerce. Parmi les idées reçues que vous égrenez dans cet ouvrage collectif, dont je rappelle le titre, les idées reçues sur les avocats, qui est publié aux éditions du Cavalier Bleu, c'est très difficile de trouver, alors c'est un point d'interrogation, c'est provocateur un petit peu les têtes de chapitre, c'est très difficile de trouver un bon avocat. Vous savez, on cherche toujours un bon boulanger, un bon boucher. Bon avocat, c'est quoi? C'est du bouche à oreille en général? C'est beaucoup de choses. D'abord, peut-être ce qu'il faut quand même rappeler à vos auditeurs, c'est que ce qui caractérise aussi les avocats, c'est une formation solide et une déontologie solide qui permettent d'avoir des professionnels en effet compétents. C'est d'ailleurs un des principes essentiels de la profession d'avocat, c'est cette obligation de compétence. Alors il y a en effet beaucoup de vecteurs pour trouver entre guillemets un bon avocat, si tant est qu'on puisse savoir ce qu'est entre guillemets un bon avocat. On peut notamment vous en recommander un, c'est le site avocat.fr qui est la plateforme. Donc vous allez sur le site avocat.fr et vous trouvez votre bonheur. Absolument. Oui. C'est la meilleure méthode. Oui, c'est une méthode. C'est une méthode parmi d'autres. Évidemment, je pense que vous évoquiez la question du bouche à oreille. Lorsqu'un avocat fait ses preuves pour un client, et c'est encore la meilleure des recommandations pour d'autres. Alors, les avocats ne gagnent pas tous des fortunes. C'est un peu le cliché, ça aussi. Oui, l'avocat c'est comme les notaires, ils s'enrichissent sur le dos des Français. Je cite volontairement, de façon provocatrice, ce qui est dit ça et là. Il y a des avocats qui crèvent la faim.
Oui, il y a des avocats qui gagnent assez peu leur vie. Je pense qu'il y a des choix. Oui, bien sûr qu'il y en a. Un grand nombre. Il y a un certain nombre d'avocats qui, en effet, gagnent assez peu leur vie. Certains sont dans un engagement fort aussi, parfois au service de la justice du quotidien. Mais en tout cas, en effet, sur 78 000 avocats, l'image de l'avocat nanti ne doit certainement pas dominer. Alors, je n'ai pas besoin d'avocat dans mon quotidien. C'est ce que pensent beaucoup de personnes. Au fond, pourquoi faire appel à un avocat et dépenser beaucoup d'argent qui ne sera perdu à jamais? Et je peux me débrouiller tout seul, je clique sur Google et je trouve mon bonheur. Quand vous allez voir votre médecin, c'est pas seulement parce que vous êtes malade. On a beaucoup développé la médecine préventive et nos concitoyens, heureusement, vont régulièrement voir tel ou tel médecin pour précisément éviter d'être malade. Et ben les avocats, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut aller voir un avocat en prévention. Hélas, il est vrai que l'avocat est souvent vu comme un dernier recours, alors qu'il doit être en réalité le premier repère et qu'on doit aller voir l'avocat à titre préventif. Par exemple, je peux vous donner un exemple extrêmement concret de négociation de contrat. Il y a beaucoup de commerçants, par exemple, qui, dans leur vie quotidienne, doivent contracter avec un fournisseur. Plus vous faites de la prévention et plus vous avez les conseils d'un professionnel, et en l'occurrence effectivement d'un avocat, et plus vous évitez le contentieux après. Mais ce n'est pas un conseil juridique, parce que ça existe aussi, qui ne sont pas des avocats, qui peuvent vous conseiller pour éviter justement les pièges. Alors les avocats ont quand même le monopole de la consultation juridique. Alors il y a aussi une autre dimension, Julie Couturier, que vous défendez dans cet ouvrage collectif, Idées reçues sur les avocats. Tiens, parenthèse, pourquoi avoir publié ce livre? Est-ce qu'il y avait un problème sur la place publique? Vous sentez que la profession est menacée? Alors, d'une façon générale, l'institution judiciaire, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais l'institution judiciaire est très attaquée en ce moment. Les avocats qui ne font pas partie à proprement parler de l'institution judiciaire... Ce sont plutôt les magistrats qui sont critiqués aujourd'hui. L'ensemble, c'est-à-dire qu'en réalité, à partir du moment où il y a un problème de confiance de nos concitoyens dans la justice, compte tenu, vous l'avez évoqué, notamment de la question des délais, en réalité, tout le monde se retrouve un peu sur le même bateau. Les magistrats et l'institution judiciaire sont très critiqués, c'est une évidence, mais les avocats le sont aussi, et en réalité, il y a une défiance assez générale à l'égard des institutions, à l'égard de l'état de droit, dont on pourra peut-être dire un mot, parce que c'est une notion qui est finalement assez mal connue, et dans ce contexte-là de défiance à l'égard des institutions, les avocats, si je puis dire, trinquent aussi un peu avec un vrai sujet qui est celui de l'amalgame entre l'avocat et son client. Et son client, oui, c'est souvent on dit, ça vaut pour les affaires pénales retentissantes. Vous savez, avocat de la mafia, c'est le cliché extrême. On dit souvent, ils défendent la même cause finalement. On mélange tout. On mélange absolument tout. Je vous ai entendu tout à l'heure, en vous attendant, parler de la polarisation de notre société. Oui, je pense que c'est le mal contemporain et que les affaires et le monde judiciaire n'y échappent pas. Vous défendez l'état de droit, c'est l'autre dimension de cet ouvrage, j'allais y venir justement. D'ailleurs, l'avocat qui serait une sorte de rouage essentiel de la vie démocratique, pourquoi c'est une notion qui se perd ? Oui, c'est une notion qui se perd à partir du moment où on a un ministre de l'Intérieur qui nous dit que l'état de droit n'est ni intangible ni sacré. Vous a choqué, Gérald Darmanin ? Là, en l'occurrence, c'était Bruno Retailleau. Oui, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Oui, je fais de la confusion parce que notre garde des Sceaux était ministre de l'Intérieur. Et surtout traite beaucoup de sujets qui concernent l'intérieur, même si la prison dépend de sa compétence. Il est sur des sujets régaliens plutôt plus police que justice, en quelque sorte. Parce qu'en réalité, le point commun, je pense que c'est celui de la sécurité publique et que là, par exemple, on peut aussi déconstruire un cliché, comme si les avocats, encore une fois, et j'y reviens, n'étaient que les avocats des voyous. Les avocats, comme les autres citoyens, aspirent. Donc Bruno Retailleau vous a surprise. Oui. Alors oui, nous a surpris tous, parce qu'en réalité, je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord quand même sur un socle de principes et de valeurs démocratiques. L'état de droit, c'est ça, c'est l'égalité devant la loi, c'est la hiérarchie des normes, et c'est la séparation des pouvoirs. Et ce socle-là,
pour moi, il est sacré et intangible. Ça ne veut pas dire que le droit ne doit pas évoluer, et il évolue tous les jours. Il est même peut-être un peu trop bavard parfois, et un peu trop bavard, et c'est peut-être effectivement l'explication aussi d'un défaut de confiance de nos concitoyens. On va y venir dans un instant. Je vous ferai entendre ce qu'a dit ce matin, déclaré Béatrice Brugère, première vice-procureure du tribunal judiciaire de Paris, et qui est la secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO, au micro de Jean-Jacques Bourdin, justement sur le système judiciaire, dit-elle, qu'il faut revoir. C'est le vaste débat, notamment après ce qui s'est produit en marge du match du Paris Saint-Germain. Je reviens sur ce que vous développez sur l'état de droit, sur le rôle des avocats. Vous écrivez que l'avocat se dresse là où les libertés vacillent. Vous citez, vous prenez un exemple, Gisèle Halimi, alors ça remonte à loin, 1972, prenant la défense d'une jeune fille accusée d'avortement. C'est l'affaire Marie-Claire Chevalier en réalité, qui 2 ans après donne la loi Veil sur l'IVG. L'avocat est-il partie prenante du débat politique? C'est ce qui était éminemment développé avec Robert Badinter et son combat contre la peine de mort. Alors, non seulement du débat politique... Ça dépasse le rôle de l'avocat, quelque part. Oui et non, parce que l'avocat, non seulement est impliqué en effet dans le débat politique, mais parce qu'il est aussi un acteur de l'évolution du droit. Et on se rend compte que le droit évolue parfois moins vite que la société, que l'institution judiciaire évolue parfois moins vite que la société. C'est ce que j'appelle le choc des temporalités. On a assisté toutes ces dernières années, par exemple, à la libération de la parole, à ce mouvement MeToo qui a été très fort et très exponentiel. Il a fallu et il faut que l'institution judiciaire se modernise et continue de s'adapter au traitement de ce type de violence. Donc pour vous, l'avocat doit s'impliquer à ce moment-là. Vous savez, c'est le principe de l'avocat de combat. Je ne sais pas si ça a été souvent décrié. Alors, tous ne le font pas, mais encore une fois, on n'est pas n'importe quelle profession, parce que justement, on est le trait d'union entre le justiciable et l'institution judiciaire, qu'on a cette connaissance du droit, qui est effectivement cette force du droit, qui est quand même un outil extrêmement structurant dans une société. On est ce passeur et ce traducteur de la norme et du droit, et que à ce titre-là, on doit en effet mettre cette compétence au service de la défense d'un certain nombre de principes et de valeurs. Allez, Julie Couturier qui préside, je rappelle, vous présidez le Conseil national des barreaux. Je vais vous faire réagir dans un instant, un court instant, à ce qu'a déclaré donc Béatrice Brugère sur l'antenne de Sud Radio ce matin. À tout de suite. Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achili. À 9h48, nous retrouvons notre invitée Julie Couturier, la présidente du Conseil national des barreaux, qui présente cet ouvrage collectif intitulé « Idées reçues sur les avocats ». Ouvrage très intéressant, un essai qui tord le cou à tous les clichés qui peuvent nous passer par l'esprit. Je voudrais vous faire, Julie Couturier, entendre ce qu'a déclaré ce matin Béatrice Brugère, la magistrate, qui est secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO, qui était au micro de Jean-Jacques Bourdin. Elle qui estime que c'est tout le système judiciaire qu'il faut revoir. D'un côté, dit-elle, les ministres demandent des mesures sévères, mais de l'autre, une injonction contradictoire dite aux magistrats de ne pas mettre de peine de prison. Tout ce débat après ce qui s'est produit, ces émeutes, ces casseurs qui ont laissé libre cours à la violence après le match du Paris Saint-Germain. Et Béatrice Brugère s'est exprimée sur les courtes peines de prison. Vous dites, dès le premier délit, il faut une courte peine de prison. Dès le premier délit grave. Il est difficile aujourd'hui pour le citoyen de comprendre que il n'y ait pas une sanction. Et moi, je pense que il vaut mieux une sanction certaine, qui soit courte, proportionnée. Et nous sommes intéressés aux ultra courtes peines, ce qui se fait dans les démocraties en fait du nord de l'Europe et même en Allemagne, qui sont des ultra courtes peines entre 7 et 14 jours pour des faits très graves. Julie Couturier, ce qu'explique Béatrice Brugère, c'est qu'avec ces ultra courtes peine de prison, eh bien les condamnés peuvent recevoir une forme, enfin je le dis avec mes mots à moi, d'électrochoc, sans être, on va dire, pris par le système carcéral et être pollué par tout ce qui les entoure. Et ça, c'est un vrai avertissement qui serait quand même plus efficace que ces jeunes casseurs qui sont aussitôt relâchés et à qui on promet une éventuelle punition, mais qui ne vient jamais.
Alors d'abord, c'est un constat, la question de la nécessité des très courtes peines que au Conseil national des barreaux, nous ne partageons pas forcément, mais surtout, je crois qu'il faut quand même ne pas occulter l'éléphant au milieu de la pièce. L'éléphant au milieu de la pièce, c'est qu'il y a aujourd'hui 83 000 détenus en France pour 62 000 places opérationnelles. À chaque fois que je me déplace, notamment, je l'ai fait récemment outre-mer, j'ai été à Mayotte, à La Réunion, l'état de nos prisons, c'est la honte de la République. C'est la honte de la République. On est le pays des droits de l'homme, on est le pays des Lumières, et on entasse des gens dans des cellules avec effectivement des matelas au sol. Donc pas de courte peine dans l'immédiat, à vos yeux, s'il n'y a pas on va dire les structures, les programmes immobiliers de la justice. Il faut commencer par le début. Il faut effectivement régler la question des prisons. Nous sommes au Conseil national des barreaux de fervents défenseurs d'un mécanisme de régulation carcérale. Ça fait combien d'années qu'on parle de construire des nouvelles prisons, Julie Couturier? Ce n'est pas de votre fait, hein, vous êtes avocate, je rappelle. Depuis fort longtemps, en effet. Cela étant, est-ce que la construction de prisons est la solution? J'en suis pas certaine non plus, parce que je crois que ça c'est une règle assez connue, c'est que plus on construit, plus on incarcère. On a un droit pénitentiaire extrêmement complexe, avec en effet une échelle de peine importante, etc. Mais il faut en effet, je pense, privilégier un certain nombre de peines alternatives et surtout ne pas perdre de vue l'objectif qui est d'éviter la récidive et donc de favoriser tout ce qui peut aller vers la réinsertion. Mais je m'adresse à l'avocate que vous êtes, hein, Julie Couturier. Vous n'êtes pas seulement présidente du Conseil national des barreaux, vous êtes aussi avocat de terrain, avocate. Est-ce que vous comprenez un peu, ce sont des jugements à l'emporte-pièce, j'entends bien, ou non à la polarisation du débat, mais quand vous voyez par exemple des casseurs qui ont été attrapés en flagrant délit, hein, c'est documenté, hein, qui ressortent libres avec une injonction et une amende de 500 € et que je vous prends au hasard, hein, ça n'a rien à voir, mais un boulanger qui se prend lui 7500 € parce qu'il ose ouvrir un 1er mai, est-ce que vous comprenez que l'opinion publique puisse trouver ça un petit peu extrême? Bien sûr que je le comprends. Il y a quelque chose qui dysfonctionne quand même dans tout ça. Bien sûr que je le comprends, mais je pense que le sujet, il est aussi à chercher du côté des moyens de la justice. Lorsque des magistrats libèrent, comme vous le dites, des casseurs, c'est parce qu'ils ont aussi conscience de la situation carcérale que j'évoquais à l'instant. C'est ce qu'elle dit, hein, Béatrice Pogère, les injonctions contradictoires. Absolument. Hein. Et je pense qu'effectivement, il faut régler cette question carcérale et il faut effectivement avoir une politique véritablement volontariste sur les moyens de la justice, sans compter, je pense que ça c'est un sujet qu'il ne faut pas occulter non plus, l'inflation normative, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais c'est vrai qu'à force de vouloir légiférer sans cesse sous le coup de l'émotion, on a un millefeuille et un empilement de textes. Il faut savoir que en 20 ans, le nombre d'articles de loi a augmenté de 65%, le nombre d'articles de règlement de 46%. Parce que la sévérité, vous savez qu'on reproche aux magistrats une absence de sévérité. Cette sévérité-là, elle existe déjà dans les lois qui sont à disposition. Ça aussi, c'est un cliché. Alors, il ne concerne pas spécialement les avocats, mais la justice laxiste, c'est un cliché. Il n'y a jamais eu autant de peines de prison ordonnées, sinon les prisons ne seraient pas dans cet état. Et depuis quelques années, globalement, les peines prononcées sont plus longues. Comment est-ce qu'on sort de ce débat, Julie Couturier? Les uns et les autres s'envoient des anathèmes au visage, mais selon vous, quel est le bon chemin? Alors le bon chemin, est-ce que vous allez si sur le la terrain, solution miraculeuse existait, oui. Alors, encore une fois, il y a un vrai sujet de moyens. Vous évoquiez les visites que je suis susceptible de faire. Moi, je vais dans les barreaux, en France. Visiter les barreaux et je rencontre aussi d'ailleurs les chefs de juridiction parce que c'est intéressant de voir dans quel écosystème évoluent mes confrères. On a devant certaines juridictions des manques de magistrats absolument criants. J'avais été très frappée l'année dernière. Alors ça s'est résolu un peu depuis, mais j'avais été notamment à Langres et sur 12 magistrats au tribunal, sauf erreur de ma part, de Châlons, il en fallait 12, il y en avait 3. Alors les choses se sont résolues, mais on a un vrai manque de magistrats, de greffiers parfois, qui retardent considérablement le déroulement de la justice et nuit à l'accès aux droits des justiciables et naturellement aux conditions de travail des avocats. Quand vous les croisez sur le terrain, dans les barreaux, les différents barreaux, qu'est-ce qu'ils vous disent, les avocats? Pardonnez-moi l'expression, il n'y a rien de méprisant, mais de base. Parce qu'il y a aussi, on parle des ténors du barreau, mais il y a la vie ordinaire de la grande majorité des avocats en France. Alors d'abord, je vois un formidable engagement
de la part, en effet, de ces avocats. Un formidable engagement auprès du justiciable, et là encore, sans forcément très bien gagner leur vie, mais un vrai sacerdoce dans certains cas. Et ils se plaignent, en effet, la plupart du temps, de dysfonctionnement des juridictions qui manquent, en effet, de personnel et de magistrats. Toute dernière question un peu légère, si je peux dire. Peut-être pas d'ailleurs avec vous, Julie Couturier. Alors ça, c'est pas dans le bouquin. Vous savez que aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout. Elle fait même office de psy. J'ai vu ça en France. Elle remplace peu à peu les avis des avocats. Vous y pensez? Vous êtes confronté à ça ou pas? C'est pas léger du tout, parce que c'est en effet la question de l'avenir de la profession qui est en jeu. Ça vient, hein. Le Conseil national des barreaux s'en est évidemment emparé depuis le début de notre mandature l'année dernière, et on a développé en effet nous-mêmes un certain nombre d'outils. Il faut considérer que l'intelligence artificielle peut être une aide à la productivité entre guillemets des avocats au service de tous, mais il faut surtout former toujours les avocats, et nous avons déployé un certain nombre d'outils pour cela. Idées reçues sur les avocats, publiées par le Conseil national des avocats aux éditions du Cavalier Bleu, dont évidemment je conseille la lecture. Merci à vous, Julie Couturier, d'avoir été notre invitée ce matin sur Sud Radio.